Charlotte Belaïch, Olivier Perroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux les auteurs de La Meute, enquête sur la France insoumise. C'est le succès en ce moment en librairie pour les essais, pour les livres politiques. C'est chez Flammarion et c'est une enquête absolument extraordinaire. Je le dis à nos auditeurs. Il faut qu'ils la lisent non seulement pour mieux connaître la France insoumise de l'intérieur, mais pour voir aussi une sorte de roman vrai d'une bande de personnages autour d'un chef à la conquête du pouvoir. Et c'est assez glaçant. On va commencer, puisqu'on va faire 2 émissions avec vous, cette première partie, justement sur les rapports humains à la France insoumise. Mais d'abord, les rapports avec vous, parce que vous dites dès le début, nous ne manquerons pas d'être attaqués. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'avez été? Alors ça s'est confirmé, oui. Donc c'est ce qu'on raconte dans le livre. Ça avait commencé avant la publication. Moi, pour ma part, j'avais reçu des attaques après la publication d'un article que j'avais écrit sur le fossé grandissant qui se creusait entre la communauté juive en France et Jean-Luc Mélenchon. Donc ça m'a valu une mise au banc, une mise de côté. Et ça s'est confirmé au fur et à mesure quand on a fait notre demande de contradictoire. Donc on a envoyé des questions à Jean-Luc Mélenchon, qu'on lui a proposé de répondre, de donner sa version, de l'interroger pour le livre. On a été exclus des boucles presse, donc là où on avait les informations qui concernent Jean-Luc Mélenchon et son activité politique. Oui. Et on est surtout vivement attaqué depuis la publication. Oui, ça a été un peu plus lent pour moi. J'ai pu encore rencontrer Jean-Luc Mélenchon à plusieurs reprises, mais à partir du moment où ils ont appris qu'on faisait un livre sur la France insoumise, finalement les relations se sont dégradées petit à petit, et il y avait des scènes assez ahurissantes où l'attaché de presse de Jean-Luc Mélenchon venait picorer quelques journalistes, et puis nous on était au milieu et elle nous évitait, on était totalement ostracisés. Des attaques en justice? Alors ce qui s'est passé avec le livre, c'est que quand nous avons envoyé nos demandes nos nombreuses et répétées demandes contradictoires, la seule réponse que nous avons reçue, c'est celle de Sophia Chikirou, qui nous, par la voix de son avocat, qui a mis en demeure les passages la concernant. D'accord, à suivre donc. Vous dites, page 48, un de vos témoins dit « La violence de LFI aujourd'hui vient du caractère de Mélenchon ». Vous adhérez à cette thèse presque psychologique, ou est-ce que c'est inhérent plus à l'idéologie de ce parti? Alors justement, ce qu'on raconte, c'est une interprétation. Ce qu'on raconte, c'est que Jean-Luc Mélenchon est un homme colérique. Il s'en plaint lui-même, on le raconte dans le livre. C'est quelqu'un qui dit ma colère m'a fait perdre beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Donc il y a ça, c'est indiscutable. Mais ce qu'on explique, c'est que la violence qui se diffuse dans tout le mouvement n'est pas seulement le résultat de ce trait de caractère, c'est le résultat d'une théorie. C'est théorisé. C'est la façon dont il fait de la politique. Donc vous avez raison, il ne faut pas s'arrêter au trait psychologique. Ça aide à comprendre le personnage, mais ça ne suffit pas à comprendre le système qu'il a créé. Oui, c'est un système, c'est organisé, cette colère, cette violence, et c'est ce que révèle la centaine de documents que nous révélons dans le livre, notamment les échanges de boucles WhatsApp où, par des messages très violents, on exclut des gens, ou alors on soupçonne des gens de pas trop parler à la presse, donc on les vire de boucles Telegram. Ça peut être aussi Raquel Garrido, qui subit les insultes de nombreux lieutenants de Jean-Luc Mélenchon pour avoir eu l'outrecuidance de faire une interview dans laquelle elle a juste exprimé un désaccord stratégique. Mais ça ne reste que de la politique. Que de la politique. Vous décrivez bien son système. Il le dit d'ailleurs à Raphaël Glucksmann. Mon modèle, c'est la Légion romaine. Il est fidèle à l'aphorisme de Mitterrand. Avec 100 hommes déterminés, on peut prendre le pouvoir. Est-ce que c'est ça son but? C'est user les fidèles et les changer régulièrement pour maintenir cette énergie? Alors, je dirais que les purges, dont on parle beaucoup dans le livre, elles ont 2 effets. D'abord, celui que vous décrivez. Aujourd'hui, autour de lui, il y a une génération, pour beaucoup de trentenaires, qui ont de l'énergie, qui sont prêts à tout. C'est d'être idiot, mais qui n'ont parfois pas encore de vie de famille, donc ils sont forcément plus disponibles. Mais elles ont aussi pour effet d'éliminer toute forme de contestation possible, même pas de concurrence, de contestation. Il y a une formule qui revient beaucoup, celui qui doute trahit. Donc l'auteur, par exemple, de Alexis Corbière, Raquel Garrido, qui ont été purgés l'été dernier, c'est simplement de s'être posé la question de la pertinence d'une 4e candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc en fait, c'est sacrilège. C'est sacrilège. C'est quoi le CRP, le comité de respect des principes? À quoi sert-il? Le CRP, c'est un système, un organe de la France insoumise qui est chargé finalement de décider qui est exclu de la France insoumise. Donc par exemple, après les purges de l'été dernier, c'est lui qui a notamment envoyé les mails, parce que à la France insoumise, quand on est dégagé de la France insoumise, pardon l'expression, on reçoit simplement un mail par SMS. Il n'y a jamais de
contradictoire pour entendre la position. On ne s'explique pas, oui. On ne s'explique pas. Donc voilà, c'est un organe qui est chargé, qui est sous contrôle d'ailleurs, dont les membres sont nommés par plusieurs proches de Jean-Luc Mélenchon et qui est sous contrôle de Jean-Luc Mélenchon lui-même. Et par exemple, après la purge de l'été dernier, quand Raquel Garrido, etc., les purgés ont fondé un petit mouvement qui s'appelle l'Après, tous les militants qui étaient suspectés d'adhérer à l'Après, parce que je veux dire, ils n'ont pas de fichier adhérent, ils ne pouvaient pas le savoir. Tous ceux qui étaient suspectés d'adhérer ont été exclus d'un mail. Et j'ajoute juste suspectés sur la base aussi, notamment souvent de témoignages, puisque on le sait, on le raconte dans le livre, des membres du POI, donc du Parti ouvrier indépendant. Voilà, donc un mouvement trotskiste très proche de Jean-Luc Mélenchon, qui est au service de Jean-Luc Mélenchon, espionne au compte du Une parti. sorte de police politique. En tout cas, voilà, participer à des meetings de l'après pour savoir qui était et remonter ça ensuite au CRP. Alors au cœur de son entourage, il y a le personnage de Sofia Chikirou. Vous dites qu'en 2017, sur 10 millions d'euros dépensés pour la campagne, 1,1 est allé en direction de ces sociétés à elle. Elle tient la trésorerie ? À la différence d'autres associations proches de la France Insoumise qui sont visées par cette enquête judiciaire, où là, l'argent finalement revient au service des futures campagnes, du mouvement, notamment la future campagne présidentielle. Non, là, l'argent, entre guillemets, il va directement dans les poches de Sofia Chikirou. Et ça a beaucoup choqué en interne, parce que selon les valeurs de gauche qui sont défendues notamment dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais Sofia Chikirou, et ça on le révèle dans le livre, elle a un traitement particulier. Pourquoi ? Et ça, on le révèle dans le livre. C'était su un peu dans le milieu politico-médiatique, mais ça n'avait jamais été écrit comme ça, noir sur blanc. C'est la compagne de Jean-Luc Mélenchon, et il lui réserve aussi un traitement particulier qui lui permet, d'ailleurs, elle se présente comme telle, comme la femme du chef. Quand elle passe des entretiens à la France Insoumise, elle fait passer des entretiens, elle dit « moi je suis la femme du chef », et ça lui permet d'installer un rôle, d'imposer son rôle au sein de l'appareil. Et donc tout ça lui permet d'avoir finalement cette liberté de ton, de ne jamais être sanctionné pour les propos à caractère antisémite ou parfois homophobe que l'on révèle dans le livre aussi. Et ça, voilà, Sofia Chikirou, c'est un rôle à part entière au sein de la France Insoumise. Le rapport de beaucoup de membres de LFI aux femmes est problématique. Il y a l'affaire Quatennens, évidemment, qui a défrayé la chronique. Vous parlez de beaucoup d'autres affaires, soit de pression toxique sur les femmes, soit carrément de harcèlement. C'est un vrai problème de culture au sein de LFI ? Moi, je dirais pas que c'est un problème de culture. Je suis pas sûre que ce soit différent d'autres partis. Nous, ce qui nous semble intéressant, c'est quand même de relever la dissonance entre les pratiques et le discours. Moi, je pense que j'insisterai plutôt sur ça. Discours très féministe, d'avant-garde, revendiqué, et en interne, finalement, des pratiques qui correspondent pas du tout à ce discours, et un traitement à géométrie variable. On se rend compte que les gens ne sont sanctionnés que quand il y a un risque de médiatisation, par exemple. C'était le cas de l'ex-député Hugo Prévost, qui a fini par démissionner, qui a été investi en connaissance de cause. Et c'est quand il y a eu un risque de médiatisation qu'il a été exclu. Traitement à géométrie variable aussi, entre les personnes. Ce qu'on analyse, c'est que plus on est proche du chef, plus on est protégé. C'est le cas, par exemple, d'Éric Coquerel. Donc, tout le monde dans le mouvement connaît la réputation. On se dit, entre militantes, qu'il faut l'éviter en soirée, que c'est on parle de drague lourde pour l'essentiel, mais bon, voilà, il était connu comme tel. Il a déjà reçu des mises en garde. Tout à fait. Mais il ne sera jamais mis en cause. L'affaire Quatennens, c'est quand même très importante. Vous citez justement le POI qui le compare à Jean Valjean, envoyé au bagne pour un simple pain volé. Lui, c'était pour une gifle. Sandrine Rousseau a une phrase mystérieuse que vous rapportez dans le livre. Elle dit, avec l'affaire Quatennens, Mélenchon est une toupie qui commence à vriller avant de tomber. Qu'est-ce qu'elle entend par là ? C'est-à-dire qu'elle se rend compte, quand elle fait ce déjeuner parce qu'elle rencontre Jean-Luc Mélenchon, elle propose ses services, en fait. Elle dit, il a été condamné, il a assumé, maintenant on va travailler au système de réhabilitation. Il faut qu'il se forme à tout ça, à la lutte contre les VSS, les violences sexistes et sexuelles. Et Jean-Luc Mélenchon ne comprend pas l'ampleur que toute cette histoire prend. Il dit c'était juste une gifle, ce qui est terrible en fait pour un mouvement progressiste revendiqué, notamment sur les questions féministes. C'est-à-dire que il se sent visé
personnellement dans cette histoire, Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça, il est vraiment à deux doigts de la toupie qui tombe. Oui. Vrillé. Et je dirais aussi qu'il est dépassé. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Aussi, oui. C'est qu'il est idéologiquement D'une autre dépassé. époque, oui. Voilà, pour une fois, cette fois-ci, il se retrouve comme un homme de sa génération, un homme d'une autre époque, qui n'est pas suivi par ses troupes, mais aussi qui est dépassé par un combat. Et il perd pied, en fait, dans son mouvement. Il se rend compte qu'il perd pied, qu'il n'a plus la main. Et cette date, elle est cardinale dans l'histoire de la France insoumise, l'affaire Quatennens, parce que il avait dit faites mieux, il avait un peu lâché du terrain, il avait laissé finalement ses lieutenants travailler. Et en fait, il se rend compte que son mouvement lui échappe, donc il revient en force. Il revient en force. Alors, il y en a un qui lui fait peur, c'est l'expression que vous employez, page 283, c'est François Ruffin. Vous racontez des scènes ahurissantes où les proches de Mélenchon vont jusqu'à acheter des places pour des projections des films de Ruffin, et ils n'y vont pas pour qu'il y ait des places vides dans les salles de cinéma. Et alors, ils les font pas acheter, ils leur demandent. Ils leur demandent de leur réserver des voilà, places. Réservez-nous des places, on vient des invitations, et on vient pas. 2 fois, à Marseille et à Paris. Mais ça se finit par Manon Aubry qui dit non, Ruffin, c'est fini, on n'a plus peur. Il est tombé dans le piège tendu. Quel était ce piège ? Alors, le piège tendu, à ce moment-là, elle parle, on est en septembre dernier, et c'est le moment où François Ruffin donc, a rompu avec le mouvement et il sort un livre dans lequel il raconte que la France insoumise encourageait ce qu'il appelle des campagnes au faciès. Donc il raconte qu'il y a 2 tracts, un tract pour les quartiers populaires avec le visage de Mélenchon et un tract pour le reste du territoire sans Jean-Luc Mélenchon. Il déplore ça et en fait à partir de là on va l'accuser de presque de racisme, d'avoir un discours, de reprendre les mots d'ordre, la façon de penser de l'extrême droite. Et c'est en cela qu'il considère qu'il est rentré dans le piège. C'est-à-dire qu'ils l'ont acculé et finalement, il a fini par dire ce qu'il ne fallait pas dire. Et ça marche. Ruffin n'arrive pas à décoller. En tout cas, pour l'instant, Ruffin n'arrive pas à décoller, mais il est surtout stratégiquement il est dans une autre stratégie, François Ruffin. Il a exprimé assez récemment qu'il était dans une stratégie de participer à la primaire, beaucoup plus unitaire. Je pense qu'au fond, il voit aussi que François Ruffin, il leur prend des voix. Il est sur un discours beaucoup plus social. Et si, en plus, il s'engage dans un mouvement unitaire avec les écologistes et éventuellement avec les socialistes, ça peut coûter à la France insoumise, en tout cas. Pour finir cette première partie, il y a plusieurs témoins, des proches, qui disent qu'il serait dangereux au pouvoir. Il n'y a plus personne de solide dans son entourage. Il y a même un socialiste qui blague en disant « moi je prendrai un billet d'avion dès qu'il sera au pouvoir ». Il y a cette conscience-là d'un dictateur potentiel s'il arrive au pouvoir. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est le discours de ceux qui l'ont quitté au fur et à mesure et qui racontent qu'aujourd'hui, ils regrettent d'avoir participé à la construction de ce mouvement qui aujourd'hui, ils considèrent qu'il est en pleine dérive, quoi, si vous voulez. Et en fait, ils se disent tous ils se sont dit que la fin justifiait les moyens et que du coup, ça imposait une forme de post-démocratique. Et donc, ils ont accepté des coups de colère, des exclusions sans justification. Et peu à peu, si vous voulez, il n'y a plus aucune barrière. Et aujourd'hui, ils en arrivent à la conclusion que son rapport à la démocratie est effrayant. Le grand paradoxe de Jean-Luc Mélenchon, c'est que finalement, il rencontre la solitude de pouvoir, mais sans avoir le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est un homme très seul. On va en parler de Mélenchon et le pouvoir. Charlotte Belaïch, Olivier Perroux, La Meute. On vous retrouve pour une deuxième émission. Merci, à bientôt.